Nous commençons aujourd'hui le 2e cours sur la philosophie de l'homme, qui est en même temps le 7e cours dans notre cursus. Je vous rappelle donc en 2 mots le point auquel nous avions abouti la dernière fois, qui était l'être vivant, et donc l'homme qui est un être vivant, est composé, bien qu'uni, est composé de 2 principes qui sont le corps et l'âme, 2 principes qui sont tellement bien unis qu'ils forment qu'un seul être, d'une seule nature et d'une seule existence. Et nous avions conclu aussi que cette unité impliquait, a priori, la corruptibilité de l'âme. Puisque le corps lui-même, c'est d'expérience courante, se corrompt. C'est-à-dire se détruit, meurt. D'où la question de savoir, est-ce que vraiment l'homme lui aussi n'a pas de survie après sa mort? Alors cette question, qui est une question aux conséquences vitales, on ne pourra l'aborder que si l'on voit maintenant la 2e distinction. Nous avions fait une double couple pour comprendre l'homme. Il y avait d'abord une coupe que j'avais dite en profondeur, qui avait distingué donc la vie accidentelle, et deuxièmement la vie substantielle, corps et âme. Maintenant nous allons nous intéresser à cette vie dite accidentelle. Le mot est un mot un peu technique, c'est davantage donc la vie, on va voir la vie d'opération, la vie opérative, la vie que l'on connaît davantage. Et désormais maintenant nous allons nous attacher à cette vie par laquelle l'homme nous apparaît davantage. Et cette coupe-là, c'est une coupe en hauteur. Et c'est ce que l'on va appeler la pyramide humaine. C'est une expérience très courante, je veux dire, tout le monde constate que l'homme mange, respire, rit, chante, réfléchit, aime, etc. Ça, c'est la vie qui nous intéresse désormais. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir comment éclaircir et répartir les différentes zones qui structurent cette vie. Alors, premièrement, on va voir qu'il va être nécessaire de poser des facultés dans l'homme. Donc, premier point, nous allons d'abord distinguer les facultés, distinguer la nécessité d'existence d'une faculté. Deuxièmement, on va distinguer 3 niveaux de vie. Et troisièmement, nous conclurons à la spiritualité de l'âme humaine, mais seulement à la fin. Alors, premièrement, il y a besoin de poser des facultés. Pourquoi? Eh bien, on va se trouver en face d'une difficulté. En effet, on constate que l'homme a plein d'opérations, que je vous ai énumérées, on peut penser à d'autres opérations. Mais quelle va être la cause de ces différentes opérations? Par exemple, l'homme qui réfléchit, ou bien qui mange, ou bien qui respire, quelle est la cause pour laquelle il mange, il respire, il pense? On pourrait dire c'est le corps. Ce n'est pas le corps pour une raison très simple, on a vu que c'était l'âme qui était le principe d'opération, donc ce n'est pas le corps comme tel. Si c'était le corps qui posait les opérations de manger, etc., pourquoi est-ce qu'un cadavre ne mangerait pas? Donc la cause, ce n'est pas le corps d'abord, c'est l'âme. Qui utilise le corps, d'accord, mais c'est d'abord l'âme qui est le principe de vie. Mais on voit que si on pose l'âme, ça pose une autre difficulté. Si on dit que c'est l'âme qui pose les opérations, ça devient très gênant. En effet, l'âme est un principe permanent. Je ne suis pas homme en pointillé, en morse. Je suis homme constamment homme. Donc l'âme existe continuellement dans l'homme. Il n'y a pas de moment où elle apparaît, où elle disparaît. Or, je constate que mes opérations, elles, ne sont pas continuelles. Si vous êtes des personnes qui réfléchissaient tout le temps, tant mieux. Moi, ça me fait mal à la tête. Au bout de 8 heures, je vous dis, je craque. Donc les opérations sont discontinues. Même la respiration, on peut retenir sa respiration. Et quand je retiens ma respiration, je suis toujours homme, j'espère. Donc on se rend compte que les opérations sont discontinues, sont sporadiques même pour certaines.
Mais l'âme elle-même est permanente. Je dois en conclure que l'âme elle-même ne peut pas être la cause des opérations. Ah, comment m'en tirer? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution possible, c'est de poser qu'existe dans l'âme un certain nombre de capacités, un certain nombre de facultés, des capacités à poser des opérations. Peu importe le nom, classiquement on appelle ça faculté. Le mot gêne beaucoup la psychologie contemporaine, c'est une espèce d'arrière-goût de métaphysique. Bon, peu importe. L'important, c'est de noter que, nécessairement, il va falloir qu'existe dans l'âme un certain nombre de capacités, d'énergie, on pourrait dire, mais pas au sens freudien du terme, d'énergie qui ne sont pas matérielles, d'énergie qui, de temps en temps, passent à l'acte, permettent de poser des opérations. Alors, par exemple, j'aurai la capacité de respirer, j'aurai la capacité de penser, on verra le nom qu'on donne tout à l'heure, j'aurai la capacité de penser qui, de temps en temps, me permettra de penser. Capacité de tout ce que vous voulez, capacité d'aimer, capacité de me mettre en colère, capacité de me réjouir, etc. Autant de capacités qui sont en moi, mais qui ne sont pas constamment en acte, qui ne sont pas constamment en train de poser leurs opérations. Remarquez que c'est une distinction très importante à faire. Je pense même point de vue pédagogique. Cette distinction entre capacité ou faculté et d'autre part opération. Le professeur qui dit à son élève, c'est pas rare malheureusement, tu n'es pas intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans l'esprit du professeur, ça veut dire ce que tu viens de faire est bête. Bon, ça arrive. Comment est-ce que ça retentit dans l'esprit de l'élève? Ça retentit pas du tout comme étant j'ai fait une opération qui est bête, mais comme ma capacité même à pouvoir poser des opérations intelligentes n'existe pas. Ce qui, du côté du professeur, est ton opération est bête, du côté de l'élève, c'est ma faculté intelligente n'existe pas. Et c'est très important de bien distinguer les deux. Le professeur, si vous voulez être précis, ne doit pas dire tu es bête, mais tu as posé un acte bête. C'est tout à fait différent. Tout à fait différent entre dire je suis un menteur et j'ai menti. C'est très très important ça. Et dans notre rapport à l'autre, de faire la distinction entre la capacité, la faculté et l'opération. À la limite, la faculté, c'est une ouverture vers l'espérance, dire qu'il y a une capacité en moi. Je ne me réduis pas à mes opérations. Si je me réduis à mes opérations, comme dit Sartre, je me gèle dans mon opération et je n'ai plus de possibilité à revenir en arrière. C'est même très important du point de vue même de la psychothérapie analytique. Je crois que l'abandon, en tout cas de Freud, c'est vrai que les psychanalystes à sa suite n'ont pas toujours suivi, je pense à Bleuler, à Kretschmer ou à Jung, ils sont intéressés aux psychoses. Mais Freud n'a pas voulu s'intéresser aux psychoses, c'est très frappant ça. Bon, c'est un petit peu technique, mais je pense que derrière ça, il y avait une conception chez Freud qui limitait l'opération à ce qu'elle était sans vouloir reconnaître derrière une capacité. Ce qui fait que lorsqu'un être avait tel pli intérieur, tel type de psychopathologie, il y avait pour lui comme une incapacité à pouvoir revenir en arrière lorsque le pli était assez profond pour créer une psychose. Il bloquait, il figeait la personne dans son opération, et finalement il disait si l'opération est suffisamment profonde, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Et vous vous rendez compte donc de l'importance de se rendre compte que, quel que soit le déterminisme qui pose sur moi, par exemple, j'ai toujours une liberté. Quel que soit le conditionnement qui puisse exister, je suis libre. Donc j'ai une capacité qui dépasse, qui me permet de poser d'autres opérations. Ça a des incidences énormes en psychothérapie, vous savez. Je sais pas, vous savez, par exemple, je sais pas, le phobique ou bien l'inhibé. L'inhibé qui est incapable de poser une opération. C'est à la base d'ailleurs du vitose. Eh bien, le vitose, lui, cherchera à dire, vous croyez que vous ne pouvez poser aucune opération. Vous êtes agoraphobe, vous ne pouvez pas franchir une grande place vide sans être terrorisé. Eh bien, la thérapeutique sera de nous montrer, mais vous avez l'impression de ne pouvoir rien faire. Moi, je vais vous montrer que vous pouvez faire quelque chose, aussi petit soit-il, mais vous pouvez faire quelque chose. Et que donc,
par derrière l'apparente incapacité à poser une opération, il y a une réserve d'énergie qui est la faculté et qui peut encore, elle, poser des petites opérations. C'est très très important ça pour vous. Parfois vous dites, mais je ne peux plus rien faire. Si, mais changer d'objectif, changer d'opération, vous verrez que vous avez encore une capacité. Alors maintenant, ayant vu donc qu'il y a des facultés en l'homme, et là encore, la faculté, aucun scientifique ne l'apercevra sous son microscope. Et c'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. C'est vrai que les psychologues nient l'existence de la faculté parce qu'ils n'ont jamais vu ça dans aucun de leurs tests statistiques. C'est vrai. Reste que philosophiquement, je peux la poser comme existant. Alors, voyant donc que l'homme a des facultés, deuxièmement, essayons de classer ces facultés. C'est ce que j'appelle les 3 degrés de vie ou la pyramide humaine. La constatation d'une multitude d'opérations est une évidence. L'homme a de multiples opérations. C'est même dans toute la création l'être qui est le plus bigarré, le plus diversifié qui soit. Si donc il y a de multiples opérations, il y a donc de multiples facultés, puisque les facultés posent des opérations. Mais comment classer ces facultés? Alors je ne vais pas vous détailler la démonstration, je vais vous l'énoncer. En fait, elle est d'évidence. Aristote distinguait 3 niveaux de vie. Il disait d'abord, il y a la vie qu'il appelle végétative, qui est le bas de la pyramide. Deuxièmement, il y a la vie sensitive. Et enfin, la vie qu'il appelle intellective. En fait, ça n'a pas besoin véritablement de démonstration, c'est une évidence courante. Si vous voulez, il y a des opérations qui sont communes à tous les êtres vivants. Ça correspond à la vie végétative. Exemple, manger. Pour vivre, il faut manger. Deuxièmement, il y a des opérations qui sont seulement communes à l'homme et à l'animal, mais qui ne sont pas du tout propres au végétal. Donc il y a deuxièmement des opérations qui sont seulement communes à l'homme et à l'animal. Ce sont les opérations de la vie sensitive. Exemple, la sensation. Le végétal n'a pas de sensation. Si ça vous pose question, on en parlera. Troisièmement, il y a une vie qui est strictement propre à l'homme. Et c'est la vie intellective. Bien, ayant vu ça, maintenant on va entrer dans le détail, pour voir un peu à quoi ça correspond. Alors tout d'abord, la vie végétative. Toujours ce cher Aristote qui est décidément génial, il nous distingue 3 sortes de facultés, donc d'opérations, c'est pareil, 3 sortes de facultés ou d'opérations dans la vie végétative. Il y a 3 sortes d'opérations qui structurent la vie végétative. La première, qui est la faculté nutritive. On verra les autres après. Donc, première opération, la plus fondamentale, qui est la faculté de nutrition. C'est-à-dire la capacité à manger, tout simplement. Aujourd'hui, on parlerait d'autoconservation ou d'autorégulation. C'est le terme plus technique qu'on utilise. Alors, je vais dire quelques petites banalités sur la nutrition. D'abord, l'objet de la nutrition, c'est l'aliment. On mange des aliments. Deuxièmement, la finalité, c'est la conservation de l'individu. On mange pour soi. C'est d'ailleurs très intéressant d'ailleurs. Ceux dont la finalité c'est de bien manger, la grande bouffe, ils ne vivent que pour eux. C'est normal. La finalité de la nutrition, c'est la conservation de l'individu. Ils pensent à eux. Naturellement, la première chose à quoi on pense, c'est avoir le plat pour soi. Petite allusion scripturaire, quand saint Paul dit « Il y en a pour qui Dieu c'est leur ventre ». Vous savez que c'est très profond. Quand vous lisez, je sais pas moi, Brillat-Savarin, par exemple, la physiologie du goût,
Hein, c'est la gourmandise élevée au niveau d'un art, sinon même d'une philosophie. Et ça a beaucoup marqué. Le dandy Brillat-Savarin a fait bien du dégât. L'opération, bien sûr, c'est la nutrition. Là, c'est quand même intéressant de voir que le propre de la nutrition, c'est quoi? C'est de réduire l'altérité de l'aliment qui est autre que nous, à ce que nous sommes. Donc, la finalité de la nutrition, c'est de réduire l'altérité de l'aliment à notre organisme. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Hein. Par la nutrition, ce qui est autre que moi devient même que moi. Cette capacité en nous de... C'est évident que lorsque je mange un poisson, je ne deviens pas poisson. Quand je mange une banane, je ne deviens pas banane, c'est heureux. Mais c'est curieux, pourquoi? Vous remarquerez que justement, lorsqu'on est malade, c'est le microbe qui, lui, convertit une partie de ce que vous êtes en ce qu'il veut. Hein, c'est le propre d'un virus, un virus bactériophage qui rentre dans une bactérie. Il est beaucoup plus petit, mais il transforme. C'est lui qui, finalement, bien qu'étant plus petit, digère la bactérie à son compte. Et lorsqu'un virus nous emporte, c'est le virus qui nous a digérés proprement. C'est lui le vivant le plus fort. Encore petite parenthèse chrétienne, mais d'où l'importance dans l'Eucharistie. Qui est le plus fort? C'est le Christ ou c'est nous? Donc vous voyez qu'il y a la transformation. C'est pas le Christ qui devient nous, heureusement. Donc, vous voyez un petit peu le processus de la nutrition qui est l'autre devient même que moi. Et de ce point de vue-là, on se rend compte de la perfection de l'homme. L'homme est celui qui a la plus grande capacité nutritive parce que c'est celui qui peut manger le plus de choses différentes en les réduisant à sa propre chair. L'homme est le seul qui soit vraiment omnivore. C'est le seul. Parce que justement, il y a une perfection en lui qui lui permet de pouvoir... Alors, ça ne va pas jusqu'à manger des pierres. Vous remarquez qu'il ne faut quand même pas que ce que l'on mange soit trop différent de nous. On ne mange pas des pierres. Il ne faut pas non plus que ce que l'on mange soit trop semblable à nous. Je ne mange pas ma propre chair. Ni un de mes congénères, mais ça c'est pour des raisons morales en général. Deuxième faculté, après la nutrition, la croissance. La finalité de la croissance, c'est d'obtenir notre taille adulte. C'est important de se rendre compte que l'homme, et d'ailleurs le vivant en général, ne naît pas en ayant sa taille parfaite et achevée. L'homme a besoin d'acquérir sa quantité, comme on dit. L'homme a besoin d'acquérir la taille qui est la sienne. Ce qui est important, contrairement aux non-vivants, ça veut dire que notre vie elle-même s'inscrit dans un temps et dans une histoire. L'homme est marqué par la temporalité, l'historicité, comme on dit aujourd'hui. Quand on marque un T, et ça va être toujours mieux. L'homme donc s'inscrit dans une histoire parce qu'il doit acquérir progressivement, peu à peu, sa perfection. Par parenthèse, ça montre bien que, on en reparlera quand on fera la morale, mais le règne de l'enfant roi, l'enfant passé comme étant la perfection, c'est profondément faux. L'enfant est ordonné à l'âge adulte et à la perfection de l'âge adulte. D'où toute l'importance de fonctionner avec le temps. Toutes nos démarches sont progressives. On en reparlera quand on parlera de l'intelligence. Mais donc on s'inscrit le temps est inscrit dans notre être même. Ce qui veut donc dire aussi, et caractéristique importante, là encore, la croissance est plus parfaite chez l'homme que chez l'animal. Parce que la croissance chez l'homme dure plus longtemps. Elle dure un quart de sa vie pour l'occidental qui vit jusqu'à 72 ans en moyenne. Parce que la maturation est beaucoup plus longue, avec toutes les crises que ça implique. La crise étant un jugement, vous savez, en grec, krisis, ça veut dire jugement. C'est pas seulement qu'un moment difficile, c'est un moment qui décide, qui juge de notre passage. Oui, vous pourriez me dire, l'arbre grandit toute sa vie. C'est vrai, mais attention, l'âge adulte pour un arbre, c'est pas la taille maximum,
c'est lorsqu'il peut porter des fruits. Et troisième faculté végétative, après la nutrition et la croissance, c'est la reproduction, la faculté de génération ou de reproduction. La finalité, là, ce n'est plus la conservation de l'individu, c'est la conservation de l'espèce. C'est important, ça. Ça nous montre que chez l'être qui engendre, il y a une plus grande perfection, parce que désormais, il n'est plus seulement tourné sur lui-même, mais il est ouvert à autre chose. Il est ouvert à la germination d'une autre vie. Il y a une perfection dans la faculté de génération. Il faut bien avoir conscience. Donc, il y a une ouverture constitutive à une autre vie. Oh, c'est un domaine immense, là. Il y a juste quelques petites touches. La première, d'abord, il y a différents degrés dans la manière d'exercer la faculté de génération, la faculté reproductrice. Différents degrés hiérarchisés. Le degré le plus imparfait, c'est la reproduction asexuée, sans distinction de sexe. Le degré supérieur, naturellement, c'est la reproduction sexuée, dont la conséquence, bien sûr, c'est la bipartition sexuelle de l'humanité, ou des vivants, de manière générale, en masculin et féminin. Et c'est une perfection, pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que lorsque, une cellule se divise et se reproduit par scissiparité, les cellules filles sont absolument identiques à la cellule mère. Alors que lorsqu'il y a un principe mâle, un principe femelle, ce qui est engendré est beaucoup plus varié. Il y a une beaucoup plus grande diversité permise par la diversité des sexes. C'est pour ça qu'il y a une beaucoup plus grande perfection. C'est évident que la mère apporte un certain stock chromosomique, le père aussi, et le mélange des deux permet une beaucoup plus grande variété. Alors, de là, on pourrait s'interroger sur le rapport entre les sexes, entre l'homme et la femme. C'est une question qui est toujours très intéressante et très brûlante. En tout cas, remarquons que cette répartition homme-femme se situe au sein d'une même espèce. Et donc, c'est là le fondement même de la philosophie de l'homme et de la femme, c'est que l'homme et la femme appartiennent à la même espèce, donc sont parfaitement égaux en nature. Donc la distinction homme-femme n'est surtout pas une distinction d'espèce. Donc il y a une égalité de nature fondamentale qui tient à ce que chacun est de nature humaine. Je sais bien qu'au Moyen-Âge, on s'est posé la question de savoir si la femme avait une âme. En général, c'est très mal compris cette question-là. On ne s'est pas posé la question de savoir si la femme avait une âme parce qu'on en doutait, mais parce que d'autres personnes en doutaient et qu'il fallait l'affirmer. Exemple, c'est une question de dogme chrétien, c'est pour ça que je prends les exemples dans ce domaine-là, mais quand on s'est posé la question de savoir s'il y avait 7 sacrements au Concile de Trente, c'est évident que ce n'est pas à partir du XVIe siècle qu'on a dit qu'il y avait 7 sacrements. Ils existaient bien avant. Mais si on les a mis en forme, c'est parce que ça a été mis en doute par la Réforme. Et donc depuis le début, on le tenait. Mais quand on met quelque chose en doute, on est obligé de poser un dogme pour dire « mais oui, c'est ça ». Et donc l'Église a toujours cru que la femme était comme l'homme, à commencer par saint Paul, et donc que la femme avait une âme comme l'homme. Mais à partir du moment où on l'a mis en question, on s'est dit il faut qu'on pose un dogme pour préciser les choses. Bien. Donc soyez rassurés, mesdames, vous avez une âme, voilà. Aussi, c'est important, il n'y a pas à proprement parler, on en reparlera après, il n'y a pas à proprement parler d'instinct sexuel. C'est une notion erronée. On parle toujours d'instinct sexuel. Si vous voulez, je le détaillerai tout à l'heure. Parce que l'instinct implique une innéité, une connaissance innée. Il n'est instinctif que ce qui est inné. Par exemple, un oiseau n'a pas besoin qu'on lui apprenne à faire un nid. Maman oiseau ne lui apprend pas, tu prends tel brindille. Une araignée, on ne lui apprend pas à faire une toile d'araignée. C'est inné. Or, je suis désolé, vous n'avez aucune connaissance innée, pour être concret, du fonctionnement de la génération. Aucune connaissance innée, vous devez l'apprendre.
C'est tout le succès d'ailleurs des éducations sentimentales. Hein. On doit apprendre ce qui montre bien, donc ce n'est pas une connaissance qui est en nous, mais qui doit être acquise. Donc, à proprement parler, il n'y a pas d'instinct. Bien, ayant très vite vu la vie végétative, nous allons passer maintenant à la vie sensitive. C'est le deuxième étage de la pyramide. Alors, de façon générale, il est intéressant de voir que, alors que la vie végétative nous replie sur nous-mêmes, l'accession à la vie sensitive va nous ouvrir à l'autre, et précisément à l'autre en tant qu'autre. Je vais préciser ça. La vie sensitive va faire que l'animal ne va plus avoir qu'une vie tournée sur lui-même, mais va avoir une vie tournée sur l'autre. Et c'est une perfection immense, ça. Parce que le végétal s'intéresse à l'autre aussi, mais il ne s'intéresse qu'à l'autre que dans la mesure où la banane ne m'intéresse que dans la mesure où elle est en moi. La contemplation de la banane ne m'a jamais nourri. Hein. Je suis désolé, mais qui dort ne dîne pas. Alors, cette ouverture à l'autre peut se faire de deux manières différentes. Cette ouverture à l'autre qui caractérise l'animal peut se faire de deux manières différentes qui va nous permettre de répartir les différentes facultés de l'animal et on verra aussi de l'homme. En effet, cette expérience commune, j'ai deux manières de me comporter par rapport aux choses qui me sont extérieures. J'ai deux manières de me comporter aux choses qui me sont extérieures. La première, qui est de me porter vers elles. Et l'opération par laquelle je vais me porter vers les choses extérieures, ça sera l'opération propre aux facultés qu'on va appeler expansives. Je m'épanche à l'extérieur de moi-même. Faculté expansive, on appellera ça aussi, c'est un nom plus connu, faculté affective. Ou appétitive encore. Pas appéritive, hein, appétitive. Donc expansive, appétitive, affective. Et deuxième mouvement, non plus un mouvement par lequel je me porte à l'extérieur de moi-même, mais un mouvement par lequel ce qui est extérieur à moi va venir en moi. Un mouvement par lequel ce qui est extérieur à moi va venir demeurer en moi. Présenté de cette manière-là, en général, on ne réalise pas tellement ce que c'est. Eh bien, ça correspond aux opérations de connaissance. C'est ça la connaissance. Alors donc, deux mouvements possibles. Un mouvement ad extra, un mouvement ad intra. Hein, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est absolument exhaustif. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est impossible de trouver un troisième terme. Vous ne pourrez pas glisser la pointe d'un scalpel entre les deux. Soit je me porte à l'extérieur de moi-même, soit les choses viennent en moi. Donc on a tout. Faculté de connaissance, faculté appétitive. Et cette distinction-là, d'ailleurs, va valoir aussi pour la sphère intellective. Mais on verra après. Alors, premièrement, les facultés de connaissance sensibles. Faculté de connaissance, et puisque nous sommes au niveau de la sphère sensitive, faculté de connaissance sensible. Alors, il faudrait d'abord parler de la connaissance en général, ce qui est une gageure. La connaissance est un profond mystère. Tout le mystère de la connaissance réside dans la question suivante. Comment se fait-il que lorsque je mange une banane, la banane disparaît, mais lorsque je la connais, elle ne disparaît pas? Je vous ai toujours dit que la philosophie partait d'expériences extrêmement communes, extrêmement banales. Pas naïves, banales.
Comment se fait-il que lorsque je connais, c'est quand même curieux ça, quand je vois une table verte, mon œil ne devient pas vert. C'est bizarre. Pourtant, quand je connais, ce n'est pas moi qui fabrique mon objet. Ça serait l'idéalisme. C'est donc bien que l'objet, c'est bien l'objet extérieur que je connais. Et pourtant, et donc, si c'est l'objet extérieur que je connais, d'une certaine manière, l'objet extérieur vient en moi et devient moi. Mais ce qui est curieux, c'est que d'une part, moi, je reste ce que je suis. Je ne deviens pas comme la table verte, heureusement. Quand je connais quelqu'un, heureusement que je ne deviens pas sa propre personnalité, ça serait gênant. Ça, c'est le processus fusionnel dans le couple, c'est un peu gênant. Et d'autre part, la chose elle-même reste ce qu'elle est. C'est très très mystérieux, mais ça, étonnez-vous, je veux dire. Hein. Étonnez-vous que la connaissance ne soit pas une nutrition, ne soit pas une assimilation. C'est très 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 mystérieux, ça. Je deviens l'autre et pourtant je deviens l'autre en tant qu'autre, en le respectant ce qu'il est. Dans la nutrition, je le gomme. Je ne peux exister qu'en gommant des êtres, qu'en les mettant entre parenthèses, même en les biffant de l'existence. Par contre, lorsque je connais, je m'ouvre à l'autre et je respecte ce qu'il est. C'est quelque chose de prodigieux, ça. C'est prodigieux. Bon, je ne peux pas vous détailler ça, ça serait trop long, mais posez-vous cette question et étonnez-vous. Étonnez-vous cette capacité. Vous vous rendez compte du saut que ça implique. Hein. On a vu le saut que ça impliquait du passage de l'inerte au végétal. C'est beaucoup plus grande unité. Mais il y a un saut de nouveau qui est un saut fantastique, un saut qualitatif entre le végétal et l'animal. Et ce saut-là, c'est le saut de la connaissance. Maintenant, ça y est, je peux enfin ne plus seulement vivre pour moi, mais aussi connaître l'autre et lui permettre d'exister et pourtant d'être en relation avec lui. La connaissance me met en relation avec l'autre. Il y a une extraordinaire objectivité dans la connaissance. Hein. La connaissance, c'est la faculté objective par excellence. Et justement, on veut dire, on connaît très peu, on écoute très peu. Hein. Bien souvent, notre rapport à l'autre, c'est un rapport d'assimilation. Je le digère. Parce que il me dit quelque chose, je veux que ça soit... je veux le comprendre, mais le comprendre, en fait, c'est le ramener à ce que je suis et reprendre en lui ce qui peut être assimilable par moi. C'est très gênant, ça. C'est pas la vraie connaissance. Co-naissance. Naissance avec, naissance à l'autre. Étymologiquement, c'est une étymologie qu'appréciait beaucoup Claudel. Bien. Or, la connaissance sensible est de deux sortes. Il y a d'abord une connaissance sensible externe. Bon, elle est bien connue. Hein. La connaissance sensible externe, c'est la connaissance sensible dont l'objet sensible est présent au sens. Vous verrez pourquoi je parle de ça. La connaissance sensible externe, à partir du moment où l'objet sensible doit être présent au sens pour qu'il y ait sensation. Je ne vois que lorsqu'il y a de la couleur. Donc la connaissance sensible externe, c'est une connaissance en présence de l'objet, qui est extérieur à moi. Alors, ça c'est la connaissance banale. Il y a 5 sens externes. Qui sont le bon sens, l'est, l'ouest, c'est ça. Qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Je donne ça dans cet ordre-là, c'est du plus immatériel au plus matériel. Vue, ouïe, odorat, goût, toucher. Alors c'est passionnant tout ça. Hein. Juste quelques petites remarques. D'abord, que la vue est le sens le plus parfait. C'est celui qui nous fait connaître le plus de choses différentes. La vue est le sens le plus parfait. C'est lui qui nous donne la connaissance la plus diversifiée de l'univers. En même temps, qui nous permet d'aller plus loin. Reste que le toucher, même s'il est moins noble, est la connaissance la plus fondamentale. Au sens de fondement, au sens où je ne construis pas une maison sans d'abord construire la cave. La preuve, c'est que lorsque vous avez un doute sur une vision, ça vous arrive d'avoir des visions, j'imagine, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous avancez la main pour toucher, est-ce que c'est vrai? Quand vous avez un doute sur votre vue, c'est le toucher qui va garantir.
il y a une plus grande certitude dans le toucher. Quand votre foi défaille, je veux toucher. Est-ce que c'est ça? Ne me touche pas, Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le toucher est le seul sens commun à tous les animaux. C'est le seul sens commun à tous les animaux, donc c'est le seul sens absolument vital. Je sais bien qu'on avait discuté à un moment de savoir si les bactéries avaient une sensibilité élective à telle ou telle longueur d'onde, donc avaient une capacité visuelle. Bon, c'est complètement aberrant, parce qu'on remarquait qu'elles se dirigeaient en fonction de certaines longueurs d'onde. Je pense qu'en fait c'était un chimiotropisme plus développé. C'est évident que les longueurs d'onde elles-mêmes, par effet Joule, se transforment en chaleur. Donc ça se réduit en fait au sens tactile. Bien après les sens externes, ou d'ailleurs par rapport au sens du toucher, d'ailleurs, on peut vivre en ayant tous les sens entre parenthèses, sauf le sens du toucher. Sans sens du toucher, on meurt. Une anesthésie totale implique la mort. Si vous ne savez même plus, lorsque vous posez la main sur une plaque chauffante, si vous ne remarquez même plus que c'est chaud, à plus ou moins long terme, vous serez bourré de brûlures, vous ne pourrez pas vivre. Dans une parenthèse. Maintenant, connaissance sensible interne. Deuxième sorte de connaissance sensible, donc, la connaissance sensible dite interne. Ce qui la caractérise, c'est que son objet, désormais, est intérieur. Alors que la sensation externe a besoin d'un objet extérieur, là son objet est intérieur, que le sensible externe soit ou non présent. Alors son existence est évidente. J'espère que lorsque vous fermez les yeux, le monde ne disparaît pas. Quand vous fermez les yeux, vous pouvez encore voir ce qui est en face de vous. Ce qui montre bien que, fermant les yeux, pourtant, votre sens de la vue ne fonctionne plus. Bien que ne fonctionnant plus, vous vous rendez compte que l'objet est quand même en vous et que vous avez connaissance sensible de l'objet. Donc, il y a une connaissance sensible qui se fait en l'absence de l'objet immédiatement et actuellement présent. Donc, il y a une connaissance sensible qui peut s'exercer. Et c'est très heureux, vous savez, parce que sinon, je pense que tout à l'heure, vous reviendrez chez vous. Et pourtant, je ne pense pas que vous ayez devant vos yeux actuellement l'endroit où vous irez. Ce qui montre donc bien que vous pouvez aller à un endroit, bien que n'ayant pas actuellement la connaissance sensible de l'endroit où vous irez. Donc vous avez connaissance sensible d'objets qui ne sont pas actuellement présents. Donc vous avez dans votre tête, à l'intérieur de vous, une connaissance sensible qui n'est pas donc immédiatement corrélée à un objet extérieur. Donc il y a bien des sensations internes. Les sens internes que vous connaissez, il y en a 4 et au moins 2 que vous connaissez bien, qui sont l'imagination et la mémoire. Et la première capacité d'imagination, c'est d'abord de conserver et de reproduire ce dont j'ai la sensation. J'ai besoin d'une imagination. Pour conserver et reproduire, il faut d'abord que je puisse conserver ce que j'ai vu. Ne serait-ce que lorsque vous écrivez, vous savez, même pour comprendre ce que je dis, si vous n'entendiez que ce que je dis actuellement, vous auriez donc aucune connaissance sensible du premier mot de la phrase. N'ayant que la connaissance du mot que je viens de dire, ça poserait quelques problèmes pour comprendre. Comme je ne parle pas uniquement par onomatopée, si c'était wawa, ça serait bien, mais comme j'ai des mots qui ont une certaine longueur, heureusement que vous vous rappelez le début du mot, même s'il n'est plus présent. Ce qui montre bien que vous avez une mémoire. Si vous dites que vous n'avez pas de mémoire, désormais vous vous rendez compte que le simple fait de le dire, c'est se contredire. Puisque vous comprenez ce que vous dites, donc vous comprenez au moins le début de la phrase et la fin de la phrase pour pouvoir le dire. Donc on a imagination. Alors les deux autres sens internes sont le sens commun et la cogitative. Les noms sont aussi barbares que la chose, je n'ai pas le temps de vous les détailler. Mais juste pour que je vous les énonce simplement. Donc, il y a en l'homme des sens internes. Et chez le vivant, on veut dire même chez
même la paramécie a besoin de sens interne. Sinon, elle ne pourrait pas se tourner vers l'aliment quand il n'est pas là. Il faut bien qu'elle sache même que l'aliment lui-même est bon pour elle, donc elle a bien. Et ça ne se réduit pas seulement à la sensation externe. Donc chez tous les vivants, il y a ça. Alors très rudimentaire, je vous le concède. Je ne pense pas que la paramécie rêve de licorne, mais il y a quand même des sens internes. Alors, à côté des sens internes, maintenant, à côté des sens tout court d'ailleurs, il y a maintenant les facultés de désir sensible. Rappelez qu'on distingue deux sortes de facultés, faculté de connaissance, faculté de désir. Maintenant, voyons les facultés appétitives sensibles. Vous vous rappelez que nous avons vu que l'appétit a comme caractéristique de se porter vers un objet sensible qui lui est extérieur. Et donc cet objet extérieur ne va plus se comporter comme un objet à connaître, mais comme un bien à désirer. L'objet vers lequel se porte l'appétit se présente comme un bien. Si je tends vers lui, vers cet objet-là, c'est parce qu'il m'apparaît comme un bien. Si je tends vers mon plat de ratatouille, c'est parce qu'il m'apparaît comme un bien, c'est pas pour le connaître. Et vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre la connaissance et l'appétit. Entre la connaissance et le désir, il y a une drôle de différence. Moi, je vous avouerai qu'entre savoir ce que sont les vacances et être en vacances, et non seulement désirer, mais être en vacances, il y a un sacré pacifique. Les connaître ne me met pas dans la joie, par contre, être en vacances me met beaucoup plus dans la joie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la connaissance, elle, se termine dans une union. L'objet connu va rentrer dans le sujet. C'est une union qui est dans le sujet. Donc la finalité de la connaissance est une union qui se trouve dans le sujet, alors que la finalité de l'appétit, du désir, c'est une union dans l'objet, une union réelle. Connaître ce que c'est qu'une moto, ça n'amuse pas beaucoup le jeune. Par contre, avoir une moto, donc désirer avoir une moto, ça l'amuse beaucoup plus. C'est l'union réelle qui achève son opération de désir. Alors, là encore, on va distinguer deux appétits sensibles. On parle d'appétit parce que étymologiquement, appétit, ça veut dire appétérer, ça veut dire tendre vers. C'est pour ça. C'est pas seulement l'appétit gastronomique. C'est toute espèce de mouvement vers. Alors, Aristote nous distingue finement deux sortes d'appétit sensible. L'un qu'il appellera irascible et l'autre qu'il appellera concupiscible. La distinction est simple à faire. Imaginez-vous au volant de votre voiture. Chose rare. Belle route de campagne, paisible, personne devant vous, c'est le dimanche. Joie. Là, c'est la pure jouissance, comme ça qui fonctionne, c'est l'appétit concupiscible. Vous, au volant de votre voiture, tranquillement. Et brusquement, devant vous, qu'est-ce que vous voyez? Un énorme semi-remorque qui occupe toute la route. Naturellement, on roule à 30 à l'heure, tranquille. Et un dimanche. Tout à coup, qu'est-ce qui monte en vous? Le désir, pas le désir vengeur, mais un certain désir de le doubler. Ce désir de le doubler, vous vous rendez compte, c'est pas seulement du domaine de la simple jouissance, il y a autre chose. Eh bien ça, cet appétit sensible donc qui est un peu différent, c'est ce qu'on va appeler l'irascible. Alors quelle va donc être la différence entre les deux? Eh bien, l'objet de l'appétit sensible concupiscible, c'est le convenant, c'est l'agréable. Alors que l'objet de l'appétit irascible, c'est l'ardu, le difficile. La distinction irascible-concupiscible correspond à une distinction
très courante finalement. C'est la distinction que l'on fait entre, par exemple, eros, amour, et violence. C'est le fond finalement de beaucoup soit de films actuels, soit en même temps de la littérature romantique. La littérature romantique joue finalement sur deux grandes passions qui sont d'une part l'amour, d'autre part la mort. L'amour réfère au concupiscible et la mort, qui est par excellence ce qui effraie, joue sur le clavier irascible. Donc très intéressant de voir que quand vous lisez Guy Descartes, ça se meut en général strictement sur le clavier sensible. Tout ce qui est romantique veut dire joue uniquement sur ces deux passions-là, sur ces deux appétits. Et arrivons tout de suite au troisième degré, à la vie intellective. Alors la vie intellective, c'est la vie qui est strictement propre à l'homme. Et de nouveau, la distinction, la bipartition appétit-connaissance va jouer. Alors premièrement, il y a la faculté de connaissance intellectuelle, qui porte le beau nom que vous connaissez bien, d'intelligence. Donc premièrement, la faculté intellectuelle ou intelligence. Pour démontrer son existence, il suffit de partir d'un exemple. On va être original, on va partir de la pomme. Oh non, oui. Non, partons de Paul, par exemple, de Paul Jean-Jacques. Monsieur Paul, qu'est-ce que je peux dire de Paul? Je peux dire de Paul qu'il est grand, qu'il est brun, qu'il a une barbe, etc., etc. Première chose. Mais je peux aussi dire d'autres choses de lui. Je peux dire que c'est un homme. Je peux dire qu'il a une liberté. Je peux dire qu'il est responsable. Or, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui me permet de dire que Paul est grand, brun, etc. C'est quoi? Ses sens. C'est les sens qui connaissent la grandeur, la couleur, le poids, etc. C'est les sens qui connaissent tout ça. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que Paul est un homme? C'est une autre faculté. Ce ne sont pas les sens, c'est même pas l'imagination. Donc il existe en l'homme une autre faculté de connaissance que les sens. Étymologiquement, intus legere, celle qui lit entre les lignes, qui lit à l'intérieur, c'est l'intelligence. Alors pour caractériser l'intelligence, il faut voir deux choses. D'abord, quel est son objet? Quand je dis de Paul qu'il est brun, qu'il est grand, qu'il est beau même, ça peut arriver, je n'en donne que des déterminations très accidentelles. Le fait qu'il soit brun, etc., c'est quelque chose d'assez accidentel. S'il perd ses cheveux ou s'il blanchisse, il reste toujours Paul. Par contre, lorsque je dis de Paul que c'est un homme, j'en dis quelque chose de beaucoup plus profond, et même j'en dis son essence. Paul est par essence un homme. Et bien c'est ainsi que l'objet de l'intelligence, c'est l'essence des choses. Alors que le sens, lui, il ne connaît pas l'essence des choses. Il ne connaît que les déterminations accidentelles. Il connaît que les qualités, etc. Il s'arrête qu'à la superficie, le sens. L'intelligence, elle, creuse jusqu'au fond. C'est justement l'étymologie du mot. Ça lie à l'intérieur des choses. Après son objet, la question qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir quelle est l'opération de l'intelligence. En effet, comment l'intelligence connaît-elle l'essence des choses? C'est une question, ça. Comment se fait-il que
l'intelligence comme les sens connaissent la réalité. Bon. Mais comment se fait-il que les sens, eux, ne connaissent pas la vue? Mon œil ne me dit pas que c'est un homme. Comment se fait-il que les sens ne me disent pas ce que sont les choses? Comment est-ce qu'avec mes sens, je n'arrive pas à connaître l'essence des choses? Eh bien, nos 5 sens, la vue par exemple, n'a pas intérieurement la capacité, n'a pas la puissance de percevoir l'essence des choses. On pourrait mettre ça en termes d'image, il n'y a pas une lumière assez forte dans le sens. Alors que dans l'intelligence, il y a une capacité qui me permet de tirer de l'objet sensible, je dis bien de tirer de l'objet sensible, par exemple Pierre, Paul, Jacques justement, ce qui est intelligible. L'intelligence va pouvoir tirer de tel particulier qu'elle voit ce qui est intelligible, c'est-à-dire son essence. Et justement, tirer de, va pouvoir tirer la nature des choses en observant la nature sensible et va pouvoir tirer de ça. Et tirer de, ça s'appelle en latin abtrahere, c'est l'abstraction. Donc l'opération propre de l'intelligence, c'est l'abstraction. Et donc le mot abstraction, vous voyez, n'a pas un sens négatif comme on l'a en général. Vous savez, bon, toi t'es complètement abstrait, ça veut dire t'es complètement nébuleux, cérébral, etc. Pas du tout. L'abstraction, c'est d'abord l'opération même de l'intelligence qui part du sensible et s'élève à l'intelligible. J'observe je sais pas moi, le scientifique qui a passé sa vie sur les abeilles, par exemple, il observe ces abeilles, et puis au fur et à mesure où il observe les abeilles, il se rend compte qu'il y a tel caractère commun, il se rend compte que tous les insectes ont 6 pattes, par exemple, etc. Donc, petit à petit, à partir de l'expérience sensible, il va en tirer l'intelligible, l'essence. C'est un travail qui se fait petit à petit, il va tirer ça. Mais grâce à une lumière intérieure, j'ai pas le temps de vous détailler tout ça, grâce à une lumière intérieure qui est proprement l'intelligence et qui lui permet d'opérer l'abstraction. C'est important. Alors on peut en tirer pas mal de conséquences. La première, c'est que donc l'objet de l'intelligence, ça va être l'essence des choses, et même de manière plus générale, ça va être l'être des choses. L'objet de l'intelligence, c'est l'être. De soi, tout être ayant une essence, l'intelligence peut connaître tout être. Il n'y a rien a priori que l'intelligence ne puisse connaître. Elle est ouverte à tout. Le sens, lui, a une connaissance très sectorisée. La vue ne connaît que la couleur. L'oreille ne connaît que le son. L'intelligence peut tout connaître. Son objet, comme on dit, c'est l'universel. Il y a donc, c'est intéressant à noter, il y a donc une ouverture infinie dans le sens. Le pseudo-Denis disait qu'il y avait c'est quelqu'un qui a vécu au IVe siècle, disait qu'il y avait comme une capacité d'infini dans l'homme. C'est le père Maréchal aussi qui disait ça. Il lui disait carrément, l'homme il définissait l'homme comme capacité de Dieu. Au sens même philosophique du terme, il y a une capacité de Dieu parce que l'homme est ouvert à l'infini. De soi, l'intelligence est ouverte à tout. Même quand vous dites non-être, vous pensez le non-être, donc même le non-être sous cet aspect-là est connaissable. Donc il y a cette ouverture infinie de l'intelligence. Ce qui répond à une question qu'on peut se poser, voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de surhomme. Un surhomme qui serait à l'homme ce que l'homme est à l'animal. Parce que lorsqu'on arrive au stade de l'intelligence, il n'y a pas possibilité d'envisager un autre degré. Le seul progrès, il n'y a pas de possibilité d'envisager un autre degré parce que le sens connaît une partie de la réalité, l'intelligence connaît tout. Qu'est-ce qu'il y a après tout? Il n'y a rien après tout. La seule chose qu'on pourrait envisager, c'est un progrès, non pas dans l'ouverture, donc dans la capacité de l'intelligence, mais un progrès dans sa modalité, par exemple dans sa rapidité. C'est justement ce qu'on pourrait appeler l'intuition. L'intuition, elle procède dans l'instantané, alors que la raison, elle, procède dans le discours. C'est toute la raison qu'il y a entre intelligence et raison. Et donc il n'y a qu'une différence au niveau de la rapidité, c'est comme les générations d'ordinateurs, bon, c'est plus rapide, mais c'est tout.
Donc il n'y a pas de surhomme, c'est impossible. La sophrologie qui nous parle d'une surconscience, quand on va d'ailleurs bien creuser, la surconscience dont nous parle la sophrologie, c'est une inconscience en fait. Mais il n'y a pas de degré supérieur à la conscience, c'est absurde. Bien, après l'intelligence, accédons à la volonté. Alors en fait, la volonté, donc c'est la faculté de désir intellectuel. Donc il y a une faculté de connaissance intellectuelle, et une faculté de désir intellectuel, c'est elle que l'on appelle la volonté. Alors son existence paraît moins évidente, et pourtant, je ne sais pas moi, imaginez maman qui donne à Catherine sa potion. Catherine, il faut que tu prennes ta potion. Ah non, c'est pas bon. Le médecin dit, il faut que tu la prennes, c'est très bon pour la santé. Ah si, c'est très bon. Ah non, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui a raison? Est-ce que la potion que doit prendre Catherine, c'est bon ou ce n'est pas bon? Ah, dramatique question, hein. Quand vous êtes obligé de prendre votre huile de ricin, vous savez que vous prescrivez le médecin, hein. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Distinguons. Comme toujours, quand on ne sait pas, on distingue. Alors, pour le sens, en l'occurrence pour l'appétit sensible, elle n'est pas bonne du tout. Donc l'huile de ricin ou ce que vous voulez pour l'enfant, du point de vue de l'appétit sensible, ce n'est pas bon. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est bonne. Quand vous prenez votre quinine, c'est très amer. Pourtant c'est bon. C'est bon pour la santé. Donc il y a deux aspects. Et si on considère que c'est bon, ça montre bien qu'il y a donc une faculté de désir qui n'est pas que la faculté de désir sensible. Alors, qu'est-ce qui va caractériser les deux? Bien d'abord, comme toujours, l'objet. Dans le cas de l'affectivité sensible, dans le cas de l'appétit sensible, l'objet c'est le bien sensible, c'est-à-dire le bien perçu par les sens. Alors que l'objet de la faculté volontaire, de la volonté, ça va être le bien en tant que bien. Non pas seulement le bien sensible, mais le bien en tant que bien. C'est l'expérience courante et c'est même très important pour nous. À quoi nous arrêtons-nous en face de quelqu'un? Ah, il me plaît, il me plaît pas. Vous savez, aujourd'hui, c'est généralement les relations, c'est ça, c'est il est sympa, il est pas sympa. Ça s'arrête à quoi en général ça? Ça s'arrête simplement à ce qui est sensible. Il y a une tronche qui me plaît, oui, bon. Ça meut simplement notre affectivité sensible. Ou bien est-ce que on va essayer de creuser jusqu'à ce qui constitue le cœur même, l'essence même, ce qui constitue le bien même de la personne. Et là, on s'adressera à la volonté. Quelle est la racine? Eh bien, la racine, elle tient dans un axiome très important qui est nous ne désirons que ce que nous connaissons. L'appétit suit la connaissance. L'appétit suit la connaissance pour la simple raison que ce que vous ne connaissez pas, vous ne l'aimez pas. Si on ne vous a jamais parlé de rutabaga, vous ne désirerez pas les rutabagas. D'ailleurs, vous aurez bien raison. Or, il y a deux sortes de connaissances. La connaissance sensible, la connaissance intellectuelle. La connaissance sensible qui s'arrête simplement à ce que vous observez, et la connaissance intellectuelle qui, elle, creuse jusqu'à l'essence des choses. Eh bien, vous aurez de même deux sortes de désirs. Le désir sensible, l'affectivité sensible, qui s'arrêtera à ce que vous percevez. Vous ne pouvez pas désirer autre chose que ce que vous percevez. Bon, si vous de la glace au chocolat, vous ne pouvez seulement vous arrêter qu'à son goût. Hein, c'est bien. Même parfois, c'est l'unique motivation qui vous mobilise. Mais la volonté, elle, qui est le deuxième appétit, ira jusqu'où l'intelligence va.
et de ce point de vue-là, adhérera, son objet même sera l'essence même des choses, et c'est pour ça que son objet sera le bien en tant que bien, pas seulement le bien sensible, mais le bien essentiel. Attention, comprenons-nous bien, je ne dis surtout pas que l'appétit se mesure à la connaissance. Je ne dis surtout pas que nous désirons autant que nous connaissons. Parce que sinon, le psychologue qui suit, je sais pas moi, dans un couple, qui suit une des personnes du couple pour psychothérapie, connaissant mieux le conjoint que l'autre conjoint, l'aimerait plus. Je pense pas quand même. Hein. Donc, je ne dis pas ça. Je dis simplement que l'objet est donné. Après ça, la faculté de désir a son mouvement propre. Mais il faut un minimum de connaissance pour aimer. Sans connaissance, il n'y a pas d'amour. Et deuxièmement, après l'objet, donc l'objet de la volonté, c'est le bien comme bien, l'opération de la volonté, c'est l'amour. L'opération propre de la volonté, c'est l'amour. Il y a même de l'affectivité en général. Alors que l'opération propre de l'intelligence et du sens, c'est la connaissance. Ici, c'est l'amour. Alors, je n'en parle pas parce qu'on aura l'occasion d'en parler en morale. Mais juste pour que vous situiez. On peut tirer les mêmes conséquences que pour l'intelligence. Vous vous rappelez que l'objet de l'intelligence est infini. Puisque la volonté suit l'intelligence, l'objet de la volonté est aussi infini. On en reparlera aussi en morale, donc je passe. Donc en un mot, vous voyez que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est l'intelligence et la volonté. C'est très important ça. Hein. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est l'intelligence et la volonté, c'est pas autre chose d'abord. Et donc si je veux caractériser l'homme, je dirais que l'homme est un être, ou un animal si vous voulez, doué d'intelligence, ou doué de raison. Hein, d'où la fameuse définition de l'homme-animal raisonnable. Donc c'est ça qui caractérise l'homme. Attention, le mot intelligence devant se prendre au sens strict. Vous vous dites, oui, mais moi j'ai un chien intelligent. Ouais, ça je veux bien. Mais intelligence entendue comme capacité d'abstraire et d'avoir comme objet l'universel, je suis désolé, je n'ai jamais vu un chien faire des mathématiques. À plus forte raison, je n'ai jamais vu un chien regarder un coucher de soleil. Si c'est le cas, ça m'intéresserait. Il faudrait me montrer ce phénomène. Hein. Etc. Bien. J'arrive directement à la grande conséquence qu'on doit tirer parce qu'elle est importante. C'est maintenant vous montrer, à partir de ce que l'on vient de voir, c'est la conséquence. Hein. On a vu premièrement les facultés, deuxièmement les 3 degrés de vie. Maintenant, nous allons voir qu'à partir de là, nous pouvons tirer comme conséquence que l'âme humaine est spirituelle et immortelle. Alors, je ne vais que vous ébaucher la preuve. Je suis désolé, mais on va quand même essayer de parcourir. En fait, il y a une preuve longue et une preuve courte. Preuve longue. En 4 étapes. Pour bien détailler l'argumentation, il faut procéder en 4 étapes successives. Alors, on va d'abord partir de l'intelligence. C'est ce qu'il y a de plus simple. Premièrement, considérons l'objet de l'intelligence. Alors, de l'intelligence, on avait dit que son objet était intelligible, ce qui est qu'une tautologie. On avait dit que son objet était universel. Quand je dis l'homme, je ne vois pas tel homme, je vois l'essence homme. C'est vraiment l'homme universel. Par opposition à l'objet du sens, qui lui est sensible et singulier. Bien. Mais il y a une autre caractéristique à l'objet de l'intelligence. Il n'est pas seulement intelligible et universel, il est de plus immatériel. Ah, là, on est au pied du mur. Au pied de la falaise, plutôt. Et falaise, en grec, ça se dit probléma. On est au pied du problème.
L'objet de l'intelligence est immatériel. Et attention, immatériel au sens fort, à savoir spirituel. En effet, prenons un cas tout à fait général. Si par exemple je conçois dans mon intelligence le concept ou l'idée de bien, ou même un truc encore plus abstrait, espèce. Le concept d'espèce, d'abord j'ai jamais vu l'espèce se balader dans la nature, absolument pas matériel, et même ça existe absolument indépendamment de la matière. Donc l'objet, comme l'objet espèce, ou l'objet bien, ou l'objet un, ou l'objet être, ce que vous voulez, sont des objets qui sont parfaitement immatériels, parfaitement spirituels. Alors que l'objet sensible, lui, est toujours matériel. Si je perçois un être sensible, c'est parce qu'il est matériel. Si évanescent soit-il, c'est vrai que la lumière, ça pèse pas beaucoup. Elle est quand même déviée par le soleil, hein, la fameuse expérience de 1919. Hein. Mais la matière, c'est sensible. Donc, l'objet de l'intelligence est non matériel, spirituel. Deuxièmement, passons maintenant à l'opération. Tout objet qui est saisi par une opération lui est proportionné. Tout objet saisi par une opération lui est proportionné à l'opération. Il y a une proportion, c'est une évidence, c'est une formule générale, mais regardez, un son ne peut être perçu que par un organe matériel. Ou même, en étant plus simple encore, on va dire, un son ne peut pas être perçu par un estomac. Les ventriloques, c'est notre problème. Donc il y a une proportion entre l'objet et l'opération. L'aliment doit être digéré. Un aliment, pour être digéré, suppose donc un appareil digestif, mais un aliment donc suppose une opération de nutrition, pas une opération de vision. Donc il y a un rapport entre l'objet, et pas seulement qu'il y a un rapport, il y a une adéquation extrêmement étroite entre l'objet et l'opération. Je conclus, si l'objet est immatériel au sens spirituel, l'opération elle-même doit être spirituelle. Donc deuxième étape, l'opération est spirituelle. On va s'élever encore d'un cran, on décolle un peu plus. Accédons maintenant à la faculté. Il faut là aussi qu'il y ait une proportion entre l'opération et la faculté. Il faut une adéquation entre la faculté. Un cerveau, ça ne respire pas un cerveau. Une imagination, ça ne procrée pas. Donc il y a bien une proportion entre la faculté et son opération. Si l'opération est spirituelle, il faut donc bien que la capacité qui pose l'opération soit elle-même spirituelle. Bon, là nous sommes près du sommet. On fait une dernière traction pour arriver au sommet. Avançons d'un dernier pas et passons de la faculté à son sujet. Vous vous rappelez que nous avons vu que la faculté n'existait pas en elle-même. Je n'ai jamais vu une intelligence. Ça n'existe pas une intelligence. Il n'existe que des êtres intelligents. La liberté n'existe pas. Il n'existe que des hommes libres. Donc, la faculté elle-même suppose un sujet, un substrat, ce qu'on appelle une substance. Et nous avons vu que le sujet, notamment le sujet de l'intelligence, ça va être l'âme. C'est un sujet non matériel. Le sujet de l'intelligence, c'est l'âme. Puisque la faculté doit avoir un sujet qui lui est adapté, la pierre n'a pas d'intelligence, c'est pas un sujet adapté pour avoir une intelligence, la pierre ne voit pas. Il va donc falloir que le sujet même de l'intelligence, qui est spirituel, soit lui-même spirituel. Si la faculté est spirituelle, il faut que son sujet, qui est l'âme, soit elle-même spirituelle, et donc existe hors toute matière. On peut donc conclure maintenant, tranquillement, l'âme humaine est spirituelle.
il y a en l'âme humaine quelque chose qui transcende la matière et qui n'a pas besoin de la matière pour exister. Bon, c'est un petit peu ardu. On va prendre la voie courte, ça vous parlera davantage. Mais ça, c'est vraiment la voie démonstrative et scientifique. Hein. Là, vous avez la démonstration de l'immortalité de l'âme, de la spiritualité. L'immortalité, on verra tout à l'heure. Prenez une expérience toute simple. Chacun de nous a l'expérience qu'il peut penser qu'il pense. S'il l'a jamais faite, qu'il la fasse maintenant. Vous pouvez penser que vous pensez. Expérience extrêmement féconde d'ailleurs. Je pense que je pense que je pense. Mais ça nous montre que donc, en l'homme, il y a une capacité réflexive. Capacité de réflexion. C'est plus que le stade du miroir. Or, remarquez, aucun sens ne peut réfléchir son propre acte. Aucun sens ne peut réfléchir sur lui-même. Exemple, mon œil ne voit pas qu'il voit. Mon oreille n'entend pas qu'elle entend. Mon imagination n'imagine pas qu'elle imagine, etc., etc. Le sens, lui, n'a aucune capacité de revenir sur lui-même. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il est matériel. La matière est comme opaque à elle-même. Elle ne peut pas revenir sur elle-même. Il n'y a pas de transparence dans la matière. Donc vous réalisez que cette capacité que nous avons de réfléchir, de revenir en nous-mêmes, implique une immatérialité. Cette transparence que nous avons à nous-mêmes implique une immatérialité. Une immatérialité qui ne dépend pas donc de la matière, au sens où son existence même ne dépend pas de la matière. Très important ça. Ce que je vous dis là, c'est que chacun de vous, indépendamment de la philosophie, indépendamment donc de tout le cursus qu'on a fait, qui est bien ardu, je le concède bien, peut toucher du doigt à l'intérieur de lui-même qu'il y a quelque chose en lui qui dépasse la matière. L'expérience que nous avons de notre intimité, de notre intériorité, nous fait toucher du doigt qu'il y a en nous quelque chose de non matériel. C'est très important ça. Hein. Donc l'expérience que nous avons de notre intimité, de notre intériorité, nous fait toucher du doigt une spiritualité. Quand vous revenez en vous-même, donc au plus profond de vous-même, vous n'avez pas du tout l'impression de revenir à l'endroit de vos viscères. Je sais pas, quand vous revenez en vous-même, vous n'avez pas l'impression de vous retrouver à l'endroit de votre cœur, à l'endroit de votre intestin grêle. J'ai pas l'impression. Pourtant, vous êtes bien à l'intérieur de vous-même. C'est bien l'impression que vous avez. Ce qui montre bien que cet intérieur à vous-même n'est pas matériel. Il est spirituel. La conséquence de tout ça, elle est immense. La plus importante de toutes, c'est que en l'homme, il y a donc quelque chose de spirituel, et donc en l'homme, il y a quelque chose d'immortel. S'il y a quelque chose de spirituel en l'homme, il y a quelque chose d'immortel. Pourquoi ? Pour la simple raison que est mortel ce qui est corruptible. Est mortel ce qui est corruptible. Or, c'est la matière qui est corruptible. Le matériel est corruptible, et juste le matériel qui est corruptible. Puisque donc, l'âme n'est pas matérielle, elle n'est pas corruptible, donc elle est immortelle. Hein ? L'âme n'est pas matérielle, donc non corruptible, donc immortelle. Il n'y a aucune raison que l'âme soit corruptible et disparaisse. Donc, notre âme est immortelle. Alors, bon, le philosophe qui a trouvé ça, il se repose, il est tout heureux, il est vraiment arrivé au bout de son raisonnement. Mais maintenant, c'est l'angoisse, parce que la philosophie nous dit que, bon, l'âme est immortelle, très bien. Vous n'êtes pas encore absolument convaincu, je sais bien, il faudra reprendre le raisonnement. Mais le fait est que lorsqu'on arrive au bout du raisonnement, comme un Platon, par exemple, ou même comme un Aristote, selon certaines écoles, c'est discuté, peu importe, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Et ça, de ce point de vue-là, la philosophie, c'est le point d'interrogation. Il est certain que si je perdais la foi, par exemple,
comme philosophe, je serais obligé de dire que l'âme est immortelle, parce que mon raisonnement conclut. Mais par contre, pour savoir ce qu'il y a après la mort, le mystère complet. Dernière partie qui est annoncée au début du dernier cours. Vous n'avez pas perdu dans les divisions, ça va. Première partie, les différentes anthropologies. Deuxièmement, l'anthropologie réaliste avec ses deux divisions. Troisième partie, en patin à roulettes, la réponse aux anthropologies. Et en fait, je donnerai surtout la réponse au matérialisme et au spiritualisme. D'abord au matérialisme. Le matérialisme nous dit « l'homme n'est que matière ». Alors pour démontrer le contraire, il suffirait bien sûr de reprendre tout notre raisonnement pour montrer qu'il n'y a pas que de la matière. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, ce serait de répondre à l'objection classique. Bon monsieur, vous me dites, votre intelligence est immatérielle. Ah oui, comment se fait-il que vous ayez mal à la tête? Expérience quand même assez banale. Et puis si vous me dites que vraiment la matière importe peu à l'intelligence, ben, ma foi, pourquoi est-ce qu'il faut un cerveau? Comment se fait-il que le vieillard qui a un accident vasculaire cérébral, tout à coup se retrouve avec des capacités intellectuelles diminuées? Donc la question qui se pose, quel rapport y a-t-il entre le cerveau et l'intelligence? Alors d'abord, le cerveau, ça faut le maintenir fermement, n'est pas l'organe de l'intelligence. C'est l'organe des sens internes. C'est l'organe, alors là oui, alors ça je sais que je m'oppose à quasiment tout ce qu'on dit aujourd'hui. Le cerveau n'engendre pas la pensée, pas du tout. Le cerveau, c'est l'organe de l'imagination et des sens internes, et des sens externes aussi. Mais ce n'est pas l'organe de l'intelligence. Pour le dire en un mot, le cerveau est la condition de l'exercice de l'intelligence, mais ça n'en est pas la cause. Très important. Le cerveau est la condition de l'exercice de l'intelligence, mais ce n'est pas la cause de l'exercice de l'intelligence. Et la raison philosophique est simple. Si nous avons besoin du cerveau, on l'a vu, c'est parce que l'intelligence abstrait son objet du sensible. Donc à chaque instant, l'intelligence a besoin des objets des sens. Et donc a besoin de tout le travail d'élaboration, Freud dirait de perlaboration, tout le travail d'élaboration du sensible, et tout ce travail-là, ça passe par le cerveau. Mais l'intelligence le transcende. Alors, pour vous rendre la démonstration moins ardue, je vais donner un exemple, une analogie. L'analogie du piano. On peut dire que une mélodie qui est jouée par un piano, on pourrait dire, je vais vous l'énoncer, vous allez le copier. La mélodie jouée ou entendue est au piano et au pianiste. La mélodie entendue ou jouée est au piano et au pianiste, chaque terme est important, ce que l'opération intellectuelle est au cerveau et à l'intelligence. La mélodie jouée est au piano et au pianiste, ce que l'opération intellectuelle est au cerveau et à l'intelligence. Or, chacun de vous accordera bien que si on entend un mauvais morceau de musique, la faute est soit au piano, soit au pianiste. Si le piano est mauvais, est-ce que vous direz pour autant que le pianiste est mauvais? Pas du tout. Eh bien c'est pareil. Si le cerveau est englué pour telle ou telle pathologie, je sais pas moi, la maladie d'Alzheimer qui fait beaucoup de dégâts, s'il y a accident vasculaire cérébral, etc. Si donc le piano qu'est le cerveau ne fonctionne pas, c'est pas pour autant que le pianiste qu'est l'intelligence n'est pas bon. Donc attention, les altérations dites de l'opération intellectuelle, en fait, ne touchent pas l'intelligence, mais touchent le piano, le clavier qu'elle doit utiliser, à savoir le cerveau. Bien pigé? Donc c'est ça. L'importance de voir, c'est que le cerveau est important, mais ce n'est pas l'organe de l'intelligence, même si elle en a besoin. Comme le pianiste ne se réduit pas à son piano, il peut changer de Steinway, heureusement. Il faudrait aussi aborder la question de l'intelligence artificielle, mais là, ça fait un trop court. Alors maintenant, voyons la réponse au spiritualisme.
En fait, aujourd'hui, on n'est pas tellement atteint par le vice spiritualiste, donc ça ne pose pas tellement de problèmes. Mais pour le dire en un mot, alors que le spiritualiste dit « j'ai un corps », il faut répondre « je suis mon corps ». Le spiritualiste dit « j'ai un corps, comme j'ai un sac à main ». Et puis, un beau jour, je le perds, oui, très bien, puis je change de corps. Non, je suis mon corps. Et mon corps est parfaitement personnel, comme mon âme d'ailleurs. Très important, je veux dire. Lorsque l'âme se sépare du corps à la mort, notre âme est parfaitement individuelle et individualisée. Très important de bien comprendre ça. Elle ne plonge pas, comme dit l'hindouisme, comme la goutte d'eau dans l'océan, elle ne se dissout pas dans l'océan. D'abord, il y a toute notre histoire personnelle qui est inscrite en nous, notre histoire est absolument unique, et ensuite elle est parfaitement individualisée. Et donc, je suis mon corps. Il faut même aller plus loin, il faut dire, comme dit Jean-Paul II, mais c'est un philosophe qui dit ça, donc on peut le noter, une formule admirable, il dit « Le corps est signe de l'âme ». C'est très profond ça. Notre corps est signe de notre âme. Il y a une unité tellement intime entre le corps et l'âme que le corps est le symbole de l'âme. C'est évident que lorsqu'on commence à connaître quelqu'un, ou même les hommes en général, on lit une âme sur un visage. Dante disait que c'est même l'œil qui est de plus spirituel, qui est le signe de tout notre être. Et c'est vrai que sur un visage, et toute la philosophie d'Emmanuel Lévinas, sur un visage, on se rend bien compte qu'il y a une vulnérabilité qui trahit toute notre intériorité. Donc, faut se rendre compte que dans tout notre corps, notre âme est inscrite. Nous ne sommes pas un corps, une âme séparée, pas du tout. C'est passionnant même de voir qu'en caractérologie, chacun de nos gestes est significatif. Les caractérologies vous diront qui nous sommes sur notre visage, qui nous sommes à partir de notre main, c'est la chirologie, qui nous sommes à partir de notre voix, c'est la phonologie, etc., etc. Donc, tout notre être humain est inscrit dans tout notre corps. Donc, il y a une unité profonde. Et puis la génétique qui nous montre que dans nos 1000 milliards de cellules, on a 10 puissance 12 cellules, tout notre patrimoine génétique est inscrit, est une merveilleuse preuve de l'unité corps-âme. Comme disait avec profondeur Jacques Maritain, il disait « Le spiritualisme, c'est un péché d'angélisme ». C'est très bien vu et très bien dit. En effet, le spiritualiste aurait envie d'être un ange. Et pour terminer, on pourrait dire qu'en effet, c'est un petit peu ça qu'il faut toujours garder en soi. Donc, pour bien comprendre qui est l'homme, je pense qu'il faudrait tenir deux choses. La première qui est l'étymologie que donnent les Esquimaux au mot homme. C'est plein d'humour. En esquimau, homme, ça veut dire animal tremblant. Parce que pour les Esquimaux, l'homme est à deux jambes et est toujours un peu déséquilibré sur ses deux jambes. Donc ça nous rappelle toute notre matérialité. Mais il faut aussi garder, pour tenir l'équilibre, la parole du psaume. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Moins qu'un Dieu, mais un peu moindre qu'un Dieu. Et de là, on se rappelle toujours que dans l'homme, il y a quelque chose qui est à l'empreinte de Dieu, parce qu'il y a quelque chose de spirituel et d'immortel.